Une nuit sombre, deux ombres se faufilent hors d'une maison, le souffle court, le regard hanté. Ils savent qu'ils n'ont plus le choix. Une décision irréversible. Mais en cherchant la liberté, ils viennent peut-être de condamner leur destin. Montpellier, une ville de la France, abrite une communauté musulmane dynamique où les liens de voisinage sont forts. Les familles se connaissent, partagent leurs joies et leurs peines, et les histoires familiales se transmettent de génération en génération. Parmi elles, la famille d'Ibrahim, vivant dans un quartier populaire de Montpellier, se distingue par son attachement aux valeurs traditionnelles et religieuses. Pour cette famille, les principes islamiques sont bien plus que de simples règles, ils sont le socle de leur existence. Ibrahim, le patriarche, est un homme d'affaires respecté à Montpellier. Sa réputation d'honnêteté et de probité lui a permis de bâtir une entreprise prospère dans le secteur du commerce. Ses partenaires et clients apprécient sa parole et son intégrité. Au sein de sa famille, Ibrahim est un homme autoritaire, mais juste. Il veille à ce que ses enfants, Amir, Ali et Aïcha, respectent les traditions et les valeurs familiales. L'honneur de la famille est primordial pour lui, et il ne tolère aucun écart de conduite. Zénab, l'épouse d'Ibrahim, est une femme douce et attentionnée. Elle joue un rôle essentiel dans l'éducation de ses enfants, en leur transmettant les valeurs morales et religieuses. Les histoires du Coran et des hadiths sont ses outils pédagogiques. Sa voix douce et rassurante berce les enfants et les guide sur le chemin de la vertu. Pour Zénab, la foi est une source d'inspiration et un mode de vie. Amir, le fils aîné, est promis à un bel avenir. Ibrahim est fier de son fils et espère qu'il prendra un jour la relève de l'entreprise familiale. À 19 ans, Amir étudie dans une grande école de commerce. Il jouit d'une certaine liberté, mais il sait que son père veille sur lui. Ali, un jeune homme de 18 ans, a toujours su que son histoire était marquée par une tragédie, mais aussi par un amour incommensurable. Orphelin depuis ses 6 mois, il a perdu ses parents dans un accident de voiture. Pourtant, il n'a jamais manqué d'affection, car son oncle Ibrahim et sa tante Zénab l'ont recueilli, l'élevant comme leur propre fils. Zénab, dans un geste d'amour maternel, l'a même allaité jusqu'au sevrage, tissant avec lui un lien indéfectible. Studieux et réservé, Ali poursuit ses études à l'université de Montpellier. D'une taille moyenne et d'une silhouette athlétique, il possède un visage harmonieux, aux traits fins et équilibrés. Ses cheveux noirs, courts et soyeux, encadrent un regard profond d'un bleu envoûtant, mêlant douceur et intensité. Son nez fin, ses lèvres bien dessinées et son menton légèrement carré lui confèrent une allure à la fois élégante et déterminée. Ali a une peau mate, et son teint est légèrement doré par le soleil. Il a une petite cicatrice au-dessus de l'arcade sourcilière gauche, vestige de l'accident de voiture de ses parents dont il est le seul survivant. Lorsqu'il sourit, ses yeux pétillent et de petites fossettes apparaissent sur ses joues. Il a une voix douce et mélodieuse, et il s'exprime avec calme et politesse. Il aime lire, et il passe de longues heures à la bibliothèque ou dans sa chambre. Il est passionné par les sciences, et il rêve de devenir ingénieur. Malgré sa timidité, Ali est une personne sociable et attachante. Il est toujours prêt à aider les autres, et il est très respectueux envers les personnes âgées. Il a un grand sens de l'humour, et il aime faire rire ses proches. C'était un garçon élégant et discret. Il porte des vêtements simples mais soignés, et il accorde une grande importance à son hygiène personnelle. Il aime se parfumer avec des fragrances légères et fraîches. Aïcha, 16 ans, une jeune fille pétillante et pleine de vie. Elle a un visage rond, illuminé par de grands yeux noirs en amande. Ses cheveux sont longs, ondulés et d'un noir profond, couverts de voile par respect aux préceptes de l'islam. Aïcha a une peau claire et un sourire radieux qui dévoile des dents blanches et éclatantes. Elle est de taille moyenne, avec une silhouette fine et élégante. Elle aime s'habiller de couleurs vives, et porte souvent des vêtements traditionnels, comme le boubou ou le hijab. Elle a un style vestimentaire à la fois décente, moderne et traditionnel, et elle est toujours très élégante. Aïcha est une fille sociable et extravertie. Elle aime rire, passer du temps avec ses amis. Elle est très généreuse et attentionnée envers les autres. Elle a un grand cœur et elle est toujours prête à aider ceux qui sont dans le besoin. Elle est également une élève brillante. Elle aime étudier et elle est passionnée par la littérature et les langues étrangères. Elle rêve de devenir professeure de français. Malgré son jeune âge, Aïcha est une fille mature et responsable. Elle aide sa mère à la maison et elle s'occupe de ses frères. Elle est très attachée à sa famille et à ses traditions. Belle, modeste et obéissante, elle répond aux attentes de Zénab, qui la prépare au mariage.
Les discussions familiales portent souvent sur le choix d'un mari convenable, une tradition encore très présente dans leur communauté. Pendant qu'Aïcha aide sa mère à préparer le repas, Zénab lui parle des valeurs familiales, de l'importance du respect des aînés et de la fidélité aux enseignements religieux. Elle lui rappelle que chaque action peut avoir des conséquences sur l'honneur de la famille. Cependant, derrière cette façade de famille idéale, Ali et Aïcha ressentent une attirance mutuelle qu'ils tentent d'ignorer. Au fil des ans, leurs sentiments deviennent de plus en plus forts et les plongent dans un trouble profond. Ils se sentent piégés, d'autant plus que dans la famille certains sujets sont considérés comme tabous. Ils ne savent vers qui se tourner pour obtenir des conseils ou des réponses à leurs questions. Leur situation est d'autant plus difficile qu'ils doivent garder leur secret pour protéger l'honneur de leur famille. Le silence devient pesant, et la peur du jugement et de la punition les ronge. Aïcha, sensible et réservée, trouve refuge dans un journal intime où elle consigne ses pensées et ses sentiments. C'est son seul moyen d'exprimer ce qu'elle ressent, même si la honte l'accompagne. La première année d'Aïcha à l'université fut le début de leur rencontre idyllique dans des lieux isolés, loin des regards indiscrets. Ils se retrouvent dans des parcs et jardins déserts, des hangars abandonnés, des lieux où ils peuvent échapper à la surveillance de leurs proches. Cependant, même dans ces refuges, ils sont rongés par le sentiment de culpabilité. Leurs rencontres sont souvent silencieuses, ponctuées de quelques mots, de regards ou de gestes furtifs. Les mots semblent inutiles pour exprimer ce qu'ils ressentent. Un jour, alors qu'ils se retrouvaient en secret, Ali aperçut un livre abîmé abandonné sur un banc du parc. Intrigué, il le ramassa et découvrit qu'il s'agissait d'un recueil de hadiths. Sans doute oublié par un passant. En l'ouvrant, son regard tomba sur un passage mettant en garde contre les passions menant au péché. Son cœur s'emballa. Ce message semblait s'adresser directement à lui, comme un avertissement divin. Pris de panique, il referma précipitamment le livret. Une vague de culpabilité l'envahit, une peur sourde s'ancrant en lui. De son côté, Aïcha percevait aussi des signes troublants. Pendant ses prières et lectures de Coran, surtout lorsqu'elle était seule, elle sentait un regard peser sur elle, une présence invisible l'observait. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, le visage sévère de son père surgissait dans son esprit, silencieux et accusateur. Ses mains tremblaient, ses paroles se brisaient, envahies par les souvenirs de ses rencontres clandestines avec Ali. Ces signes, réels ou imaginés, s'imposaient à eux comme des avertissements. Peu à peu, la peur et la culpabilité s'immiscèrent entre eux, jusqu'à éteindre les derniers éclats d'espoir. Ali et Aïcha comprirent alors que leur amour était condamné. À mesure que le printemps laissait place à l'été, un changement subtil s'opérait dans leur comportement. D'ordinaire sociable et plein de vie, ils se renfermaient peu à peu, recherchant la solitude plutôt que les échanges animés. Les discussions prolongées les fatiguaient, et ils se tenaient à l'écart des rassemblements. Leur absence répétée à certaines réunions familiales et aux rencontres de la communauté musulmane ne passa pas inaperçue. Abdoul, l'oncle d'Aïcha, homme attentif et soucieux du bien-être des jeunes de la famille, fut le premier à percevoir ces transformations. Son instinct lui soufflait qu'un trouble pesait sur eux. Il se mit alors à scruter les moindres indices, observant leur silence, leurs gestes hésitants, ces regards furtifs qu'ils échangeaient comme des secrets inavouables. Un vendredi, après la prière, alors que la foule quittait lentement la mosquée, Abdoul s'approcha de Ali. Son regard perçant traduisait une inquiétude sincère, mais aussi une autorité indiscutable. Il posa une main ferme sur l'épaule du jeune homme, et d'une voix grave, lui demanda s'il portait un fardeau qu'il n'osait partager. Ali soutint son regard, tentant de dissimuler le tumulte intérieur qui l'assaillait. Abdoul, lui, n'était pas dupe. Il insista, rappelant que l'honneur de la famille était un héritage précieux, bâti sur des générations de respect et de droiture. Tout écart, aussi infime soit-il, risquait de ternir cet honneur et d'assombrir la mémoire des ancêtres. Ses paroles pesaient lourd, chargées de sens et de responsabilité. Ali, pourtant, resta impassible. D'un ton mesuré, il assura que tout allait bien, feignant une sérénité qu'il ne ressentait plus depuis longtemps. Mais au fond de lui, il savait que le doute s'était insinué dans l'esprit de son oncle et que ce dernier ne lâcherait pas l'affaire. Dans les petites communautés religieuses, les rumeurs se propagent comme des flammes dans une forêt sèche. Tout commence par un murmure, un soupçon, un regard échangé au mauvais moment. Puis, au fil des conversations, ces fragments deviennent une histoire, souvent embellie, souvent déformée. C'est ainsi que les premiers doutes naquirent à propos d'Ali et Aïcha. Quelqu'un prétendit les avoir vus près de l'ancien parc, là où peu de gens allaient à cette heure tardive.
Un autre affirma les avoir aperçus quittant discrètement les réunions religieuses avant leur fin, évitant les regards des anciens. Ces détails, insignifiants pris séparément, devinrent des indices accablant une fois liés les uns aux autres. Un soir, lors d'un rassemblement familial, un parent éloigné, un homme à la langue acérée et au sourire en coin, laissa entendre que quelque chose clochait chez les enfants d'Ibrahim. Il insinua, d'un ton faussement préoccupé, que leur comportement récent laissait penser qu'il manquait de discipline. Cette remarque, prononcée avec une certaine légèreté, fit pourtant l'effet d'une pierre jetée dans une eau calme. Les paroles atteignirent rapidement les oreilles d'Ibrahim, et avec elles, un sentiment mêlé de honte et de colère. L'idée que sa famille puisse devenir un sujet de commérage lui était insupportable. Il était un homme respecté, droit, connu pour la fermeté de son éducation. Comment pouvait-on remettre en question sa capacité à élever ses enfants? L'honneur de sa maison était en jeu, et il ne pouvait se permettre de le voir entaché par des rumeurs, aussi infondées soient-elles. Juin arriva, lourd et suffocant. Avec la chaleur accablante de l'été, le poids des secrets d'Ali et Aïcha devint presque insoutenable. Ce qui avait été un sentiment de culpabilité diffus se transforma en une angoisse constante, pesante, inévitable. Les prières, autrefois un refuge, devinrent un rappel cruel de leur faute. Ali, qui se levait toujours avant l'aube pour accomplir la prière du matin, ne trouvait plus dans ce rituel la paix qu'il lui apportait autrefois. À genoux sur son tapis de prière, il chuchotait les versets avec une voix faible, comme si les mots perdaient leur sens en franchissant ses lèvres. Il avait l'impression que même Dieu s'était détourné de lui. Ses mains tremblaient à la fin de chaque prière, et dans la pénombre de la pièce, il croyait voir des formes mouvantes, des ombres qui dansaient sur les murs, prenant des apparences inquiétantes. À plusieurs reprises, il sentit une présence invisible, un souffle froid sur sa nuque, une pression indéfinissable qui l'empêchait de se relever aussitôt. Le peu de sommeil qu'il trouvait était hanté par des rêves terrifiants. Il voyait le feu dévorant de l'enfer, des voix sombres chuchotant à son oreille des mots de condamnation dans une langue qu'il ne comprenait pas, mais dont le sens était clair. Il se réveillait en sueur, le souffle court, persuadé que le châtiment divin était imminent. Aïcha n'était pas épargnée. Ses nuits étaient tout aussi tourmentées, si bien qu'elle commença à redouter l'instant où elle devrait fermer les yeux. À peine sombrait-elle dans le sommeil qu'elle voyait apparaître les visages de ses ancêtres, figés dans une expression de reproche. Sa grand-mère, femme austère et pieuse, se dressait devant elle dans ses cauchemars, silencieuse mais accusatrice. Aïcha tentait de parler, de se justifier, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Chaque nuit, la scène se répétait, l'enfermant dans une spirale d'angoisse. Les cauchemars s'intensifièrent. Une nuit, elle se retrouva plongée dans un rêve d'une horreur indicible. Elle se tenait au fond d'un gouffre béant, ses pieds nus brûlant sur un sol de braise ardente. Au-dessus d'elle, le ciel semblait si lointain qu'elle savait qu'elle n'en sortirait jamais. Autour d'elle, des formes sombres s'agitaient dans le feu, leurs silhouettes indistinctes, presque humaines, se tordant et murmurant dans une langue inconnue. Une d'entre elles s'approcha, son visage voilé d'ombre, et prononça son nom avec une lenteur effrayante. Aïcha sentit un frisson parcourir son échine. Elle voulut courir, fuir cette vision infernale, mais ses jambes refusaient de bouger. La créature approcha davantage, et quand elle tendit une main squelettique vers elle, Aïcha se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Elle resta un moment allongée, le regard fixé sur le plafond sombre, le souffle court. Son corps tremblait encore. Elle porta ses mains à son visage et se mit à pleurer silencieusement, incapable de chasser la terreur qui s'accrochait à elle-même après son réveil. Elle savait que ses rêves n'étaient pas de simples cauchemars. Ils étaient des avertissements, des rappels cruels de ce qu'elle et Ali avaient fait. Plus elle essayait d'ignorer sa culpabilité, plus elle revenait la hanter, prenant des formes de plus en plus effrayantes. À l'aube, elle se leva et se dirigea vers la petite salle de prière de la maison. Elle s'agenouilla, récita machinalement les versets qu'elle connaissait par cœur, mais aucune paix ne l'envahit. Les mots sonnaient creux. Elle sentait le poids de son péché peser sur son âme. Ce matin-là, alors que le soleil se levait sur un ciel brûlant, Aïcha comprit que ni elle ni Ali ne pourraient fuir bien longtemps. Leurs sentiments, leur rencontre, tout ce qu'ils avaient tenté de cacher, tout finirait par éclater au grand jour. Et lorsque ce moment arriverait, ils devraient faire face aux conséquences, quelles qu'elles soient. Durant le mois sacré du Ramadan, alors que la communauté musulmane de Montpellier s'immergeait dans la prière et le jeûne, cherchant à se purifier et à renforcer leur foi, Ali et Aïcha vivaient un tout autre combat, intérieur et déchirant. Chaque lever du soleil annonçait une nouvelle journée de privation, mais pour eux,
ce n'était pas seulement de nourriture ou d'eau dont ils devaient se passer. C'était aussi leurs sentiments qu'ils devaient étouffer, ces émotions interdites qui, malgré tous leurs efforts, grandissaient en eux comme une flamme impossible à éteindre. Dès l'aube, alors que la maison était baignée d'un calme sacré et que les voix résonnaient dans la prière du matin, Ali ressentait le poids écrasant de sa culpabilité. Il récitait les versets du Coran avec ferveur, cherchant à apaiser son âme troublée, mais chaque mot semblait être une accusation directe contre lui. Il évitait le regard de ses parents, craignant qu'ils ne puissent voir à travers lui, qu'ils ne devinent ce secret qui lui rongeait le cœur. De son côté, Aïcha trouvait du réconfort dans la lecture du Coran, seule ou en compagnie de sa mère, Zénab. Mais certains versets semblaient s'adresser à elle plus que d'autres. Ils parlaient des conséquences des pensées impures, du châtiment réservé à ceux qui s'éloignent du droit chemin. Chaque mot résonnait en elle comme un avertissement divin. Elle sentait son cœur se serrer et devait lutter contre les larmes pour ne pas éveiller les soupçons de sa mère. Dans ces moments-là, elle aurait voulu tout confesser, se débarrasser du poids qu'elle portait, mais elle savait que cela briserait non seulement sa famille, mais aussi tout ce qu'elle était censée représenter. Le Ramadan avançait, et avec lui, le poids de leurs tourments s'alourdissait. Ni la prière, ni le jeûne, ni même la présence de leur famille ne parvenaient à apaiser leur angoisse. Chaque repas pris ensemble après une longue journée de privation devenait une épreuve. Les discussions joyeuses autour de la table, les éclats de rire de leurs proches, tout leur rappelait combien ils étaient en décalage avec ce qu'on attendait d'eux. Alors que le mois sacré touchait à sa fin et que l'Aïd approchait, leurs parents commencèrent à discuter des préparatifs pour la fête. Ce serait un grand événement, marqué par des retrouvailles familiales et des célébrations dans toute la communauté. Ce soir-là, lors d'un dîner en famille, Ibrahim, leur père, évoqua pour la première fois l'idée d'un prétendant potentiel pour sa fille Aïcha. Son ton était empreint de fierté et d'affection. Il parlait de jeunes hommes pieux et respectés, issus de bonnes familles, qui pourraient faire un mari idéal pour elle. Sa discussion faisait allusion de plus en plus au fils de l'imam de la mosquée Abdallah qui est cadre dans une grande banque à Paris. Ali sentit son cœur se serrer à ces mots. L'idée qu'Aïcha puisse être promise à un autre, qu'un homme qu'il connaissait en plus puisse la toucher, la posséder, le rendait fou de jalousie. C'était comme si on lui arrachait une partie de lui-même, une partie qu'il savait pourtant ne jamais pouvoir revendiquer. Il baissa les yeux, tentant de masquer son trouble, mais une tension nouvelle s'était installée en lui, une colère sourde qu'il ne pouvait plus contenir. Des changements subtils commencèrent à se produire au sein de la famille. Zénab, toujours attentive, remarqua rapidement qu'Aïcha évitait les discussions sur son avenir. Lorsqu'elle lui parlait du mariage, Aïcha se contentait d'un sourire forcé, détournant le regard. Un soir, alors que Zénab lui mentionna un prétendant en particulier, elle vit sa fille pâlir légèrement avant de se lever brusquement, prétextant devoir aider à la cuisine. Ce comportement inhabituel éveilla immédiatement ses soupçons. Les tensions s'étendirent jusque dans le couple d'Ibrahim et Zénab. Le soir, lorsqu'ils se retrouvaient seuls, Zénab partagea ses inquiétudes avec son mari. Elle lui confia qu'elle trouvait l'attitude d'Aïcha étrange, qu'elle avait remarqué un changement dans son comportement, un malaise qu'elle n'avait jamais perçu auparavant. Ibrahim, lui, balaya ses craintes d'un geste de la main. Pour lui, Aïcha était simplement nerveuse à l'idée du mariage, une réaction normale pour une jeune fille qui voyait sa vie sur le point de changer. Mais Zénab ne se laissa pas convaincre aussi facilement. Elle observa davantage sa fille, scrutant ses moindres réactions. Plus elle cherchait, plus elle trouvait d'indices troublants, des moments où Aïcha semblait absente, perdue dans ses pensées, des soupirs lourds de signification, des regards furtifs échangés avec Ali qu'elle ne comprenait pas encore. Le doute s'insinua lentement en elle, et une nuit, alors qu'elle se réveilla en sursaut, une pensée terrible traversa son esprit, et si Aïcha cachait un amour interdit? Le lendemain, elle garda un œil attentif sur sa fille, cherchant à confirmer ses soupçons. Elle se surprit aussi à observer Ali, réalisant que lui aussi paraissait perturbé ces derniers temps. Lors d'un repas, lorsqu'Ibrahim évoqua à nouveau l'idée du mariage d'Aïcha, elle surprit une lueur fugace dans les yeux d'Ali. Était-ce de la douleur? De la colère? Le cœur de Zénab se serra. Elle comprit alors que quelque chose de bien plus profond se jouait sous son toit, quelque chose qui risquait de bouleverser l'équilibre de leur famille. Elle devait en avoir le cœur net. Depuis quelques semaines, Ibrahim observait avec une inquiétude grandissante l'attitude d'Ali. Lors de leur conversation, son fils restait silencieux, évitait le contact visuel et semblait souvent absorbé dans ses pensées, comme absent du moment présent. Cette distance inhabituelle mettait Ibrahim mal à l'aise.
Il s'attendait à voir chez Ali un regard empli d'intérêt et de détermination, mais ce qu'il percevait à la place n'était qu'un détachement glacial. Intrigué et troublé par ce changement, Ibrahim s'efforçait de masquer son irritation. Pourtant, une question persistante s'insinuait dans son esprit: qu'avait-il bien pu se passer pour que son fils devienne ainsi? Il essayait de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'une phase passagère, une conséquence du passage à l'âge adulte et des responsabilités croissantes qui pesaient sur Ali. Cependant, un sentiment diffus d'inquiétude s'installait en lui, s'agrippant à son esprit comme une ombre indéfinissable. Pendant ce temps, Zeinab se préoccupait surtout de l'avenir d'Aïcha. Elle lui parlait souvent du mariage et de l'importance de choisir un époux digne de ce nom. Pour Zeinab, il ne s'agissait pas seulement d'amour ou de compatibilité, un bon mariage était aussi un moyen de renforcer la réputation de la famille au sein de la communauté. Chaque fois qu'elle abordait ce sujet, son ton était empreint de fierté et d'espoir. Elle s'imaginait déjà ça. Elle s'imaginait déjà sa fille mener une vie stable et honorable, à l'image des jeunes femmes de leur lignée. Mais récemment, un détail troublant attira son attention. À chaque discussion sur le mariage, Aïcha semblait de plus en plus distante. Son regard fuyait, son expression devenait indéchiffrable, et parfois, elle prétextait une occupation soudaine pour échapper à la conversation. Cette réaction inhabituelle ne manqua pas d'éveiller les soupçons de Zeinab. Un soir, alors que Zeinab évoquait à nouveau de possibles prétendants, Aïcha se leva brusquement et s'excusa sous prétexte d'avoir besoin d'aide ailleurs. Ce geste inhabituel accrut l'inquiétude de sa mère. Pourquoi ce rejet soudain d'un sujet autrefois accueilli avec bienveillance? Ce changement d'attitude fit naître en Zeinab une angoisse sourde, un pressentiment qu'elle ne pouvait ignorer. À mesure que les jours passaient, la tension au sein de la maison devint plus palpable. Les discussions entre Ibrahim et Zeinab se firent plus fréquentes, et bientôt, des désaccords éclatèrent. Zeinab était persuadée que quelque chose troublait leurs enfants, mais Ibrahim, pragmatique, rejetait ses inquiétudes. Il attribuait ces comportements étranges à leur âge et aux défis normaux du passage à l'âge adulte. Ce sont des jeunes, Zeinab. Ils réfléchissent, ils rêvent, c'est normal, disait-il pour la rassurer. Mais Zeinab n'était pas convaincue. Un instinct maternel puissant lui soufflait que quelque chose lui échappait, que les changements chez Ali et Aïcha n'étaient pas anodins. Plus elle y réfléchissait, plus elle se sentait envahie par une anxiété grandissante. Dans cette atmosphère de tension silencieuse, une distance invisible s'installa entre les membres de la famille. Ibrahim, de plus en plus irritable, réagissait avec impatience aux moindres contrariétés, tandis que Zeinab devenait nerveuse et soucieuse, scrutant les moindres signes d'un éventuel problème. Ce qui autrefois semblait une famille unie et harmonieuse commençait à révéler des fissures subtiles mais inquiétantes. Puis, par une froide soirée de novembre, tout bascula. Ce soir-là, alors que les feuilles mortes recouvraient le sol et que l'hiver approchait, Ali et Aïcha prirent une décision irrévocable. Ils ne pouvaient plus vivre sous le poids du secret qui les enfermait dans une prison de silence et de culpabilité. Il n'y avait qu'une seule issue, fuir. Ils se retrouvèrent en fin d'après-midi pour mettre au point les derniers détails de leur départ. Lorsque la nuit tomba et que la maison s'endormit peu à peu, chacun gagna sa chambre, referma la porte et commença à emballer quelques affaires. Le cœur battant à tout rompre, Aïcha prit un petit sac et y glissa quelques vêtements et son journal intime. Elle tremblait en rangeant ses affaires, la gorge nouée par la peur. De son côté, Ali, tentant de masquer son anxiété, rassembla uniquement l'essentiel. Il savait qu'une fois le seuil de la maison franchi, il ne pourrait plus revenir en arrière. Leur passé deviendrait un simple souvenir, une part d'eux-mêmes à jamais révolue. Lorsque le moment fut venu, ils quittèrent discrètement leur chambre et se dirigèrent vers la porte arrière. Mais alors qu'ils allaient l'ouvrir, une ombre imposante apparut dans le couloir. Ibrahim se tenait là, immobile, bloquant leur sortie. Son visage reflétait un mélange saisissant de colère et de désillusion. Dans un silence pesant, il les scruta longuement. Aïcha, les yeux rougis par les larmes, tenait son sac avec hésitation. Ali, figé, semblait chercher ses mots. Mais aucun mot ne pouvait effacer la vérité qui éclatait enfin au grand jour. Le silence fut rompu par la voix d'Ibrahim, calme mais lourde de menaces. « Où allez-vous ? Et pourquoi à cette heure-ci, avec vos affaires ?» Aïcha baissa la tête, incapable de répondre. Ibrahim observa chaque geste, chaque frémissement dans leur posture. Il comprenait maintenant ce qu'il avait refusé de voir. La vérité lui apparut avec une brutalité accablante. Alors, sa colère éclata. Il les accusa de trahir tout ce qu'il avait construit, d'embarrasser la famille,
de ruiner leur avenir et leur honneur. Sa voix monta, résonnant dans la maison endormie. Chaque mot frappait Ali de plein fouet, le plongeant dans un tourbillon de peur et de désespoir. Leur rêve de liberté se brisait avant même d'avoir pu voir le jour. Aïcha, ne sachant que faire, regarda son père les larmes aux yeux. Elle voulut attraper Ali par l'épaule pour le ramener à la raison, pour l'éloigner de cette folie qui les enveloppait. Mais Ali, submergé par la panique, sentit un déferlement incontrôlable d'émotions. Dans un geste impulsif, il repoussa violemment son père, cédant à un besoin d'évasion, d'oubli, de silence. Ibrahim perdit l'équilibre et s'écroula en arrière, sa tête heurtant brutalement le bord de l'escalier. Un bruit sourd résonna, suivi d'un silence glaçant. Pendant un instant, le temps sembla suspendu. Ali resta figé, tandis qu'Aïcha, les mains sur son visage, était incapable d'assimiler ce qui venait de se produire. L'impensable s'était réalisé. Prisonniers de leur propre peur, Ali et Aïcha n'eurent d'autre choix que de fuir vers l'inconnu. La nuit était froide et silencieuse lorsqu'ils quittèrent leur maison, le cœur battant à tout rompre. Ils avançaient sans but précis, cherchant d'abord à s'éloigner, puis à survivre. Plus ils s'éloignaient de la ville, plus une obscurité pesante semblait s'abattre sur eux. Mais avant de vous révéler la suite de cette histoire captivante, prenez une seconde pour cliquer sur j'aime. Ce petit geste ne vous coûte rien, mais il m'aide énormément à partager cette histoire avec d'autres. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains récits, et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous ressentez à ce stade de l'histoire. Vos avis comptent plus que vous ne l'imaginez. Prêt pour la suite? Accrochez-vous, car ça devient encore plus intense. Chaque pas qu'ils faisaient ne les menait pas vers la liberté, mais vers un gouffre de plus en plus profond. Leur paranoïa grandissait. Privés de leur téléphone déchargé, coupés du monde, ils n'avaient aucun moyen de savoir si la police les recherchait. Chaque passage dans un bar ou un motel leur semblait une mise à l'épreuve. Ils évitaient les regards, sursautaient au moindre bruit. D'un refuge temporaire à un autre, ils s'enfoncèrent dans une solitude pesante. Les nuits devinrent leurs pires ennemis. Aïcha était hantée par des cauchemars récurrents, revoyant sans cesse le regard figé de son père, empli d'une condamnation silencieuse. Chaque soir, dans ses visions, il la scrutait, porteur d'une rage insondable. Ali, lui, n'était pas épargné. Le silence nocturne était un écho assourdissant de la voix de son père, l'accusant, le condamnant à perpétuité. Une nuit, tandis qu'il veillait près de la fenêtre d'une maison abandonnée, il crut apercevoir une silhouette familière dans l'obscurité. Son père était là, figé, le regard braqué sur lui. Il cligna des yeux, et l'apparition disparut, mais l'angoisse persistait. Ils n'étaient jamais seuls, la culpabilité les poursuivait sans relâche. Pendant ce temps, l'enquête sur leur disparition prit une nouvelle tournure. L'officier Benoît, connu pour son instinct affûté et sa persévérance, s'intéressa au cas d'Ibrahim. Ce qui semblait d'abord un simple conflit familial prenait une tournure plus sombre. Les premiers indices étaient minces, mais une chose était claire, Ali et Aïcha ne s'étaient pas évaporés sans raison. L'enquêteur savait qu'une vérité trouble se cachait derrière cette fuite. Il fallait découvrir laquelle. Au fil des semaines, le comportement de la famille Ibrahim aurait pu éveiller des soupçons, mais la plupart des voisins n'avaient échangé que des rumeurs et des chuchotements sur l'attitude étrange des enfants et les difficultés bien connues d'Ibrahim. Cependant, un témoignage s'est révélé particulièrement précieux. Un voisin avait remarqué qu'Ali et Aïcha avaient quitté la maison précipitamment avec des sacs à dos la nuit de leur disparition. Munis de cette information, Benoît et les enquêteurs ont tracé un itinéraire probable et commencé à explorer les villes et motels voisins, interrogeant le personnel pour retrouver la trace des jeunes fugitifs. Près d'une semaine plus tard, dans une petite ville en périphérie, la police d'État a repéré un couple correspondant à leur description dans un motel isolé. Lorsque les agents ont fait irruption dans leur chambre, Ali et Aïcha étaient si épuisés qu'ils n'ont opposé aucune résistance. Aïcha, assise dans un coin, semblait absente, tandis qu'Ali se laissa menotter sans protester. Ses yeux, flous et vides, reflétaient l'épuisement d'un jeune homme accablé par un fardeau insupportable. Lors de la fouille de la chambre, la police a découvert un carnet appartenant à Aïcha. Ses pages jaunies étaient remplies d'une écriture serrée et appliquée, et leur contenu s'est révélé être une source inestimable pour l'enquête. À travers ces notes, la jeune fille avait exposé un profond conflit intérieur, mêlé de culpabilité et de tourment. Elle y décrivait ses peurs, sa honte et les émotions contradictoires qui l'avaient conduite, avec son frère, à cette nuit fatidique. Chaque paragraphe ressemblait à une confession,
une tentative désespérée de libérer un poids qu'elle n'osait exprimer autrement. Plus Benoît parcourait ses écrits, plus il comprenait l'ampleur de la tragédie. Le carnet devint une pièce maîtresse dans l'affaire. Rapidement, la nouvelle se répandit dans la communauté, plongeant la famille Ibrahim dans l'opprobre. Jadis symbole de respect et de dignité, leur maison se transforma en un lieu de honte et de déshonneur. Elle était désormais perçue comme un vestige funeste, un rappel douloureux d'un drame familial que personne n'osait évoquer à voix haute. Le procès, rapidement engagé, attira une attention considérable. Toute la communauté, ainsi que les médias locaux, suivirent avec intérêt chaque développement. L'atmosphère dans la salle d'audience était pesante, chacun ressentant le poids de la tragédie qui avait frappé les Ibrahim. Mais le procès ne se limita pas aux faits criminels, il souleva également des questions d'honneur et de morale, touchant au fondement de la communauté musulmane locale, où certains sujets restaient tabous et strictement encadrés. Les débats impliquèrent non seulement des avocats et des procureurs, mais aussi des psychologues, des chercheurs culturels et des représentants religieux. L'objectif était de mieux comprendre les aspects sociétaux et spirituels de l'affaire. Le procureur, s'appuyant sur les témoignages et sur le carnet d'Aïcha, construisit son argumentation autour des notions de haram et de trahison de l'honneur familial. Il affirma que les actes d'Ali et d'Aïcha n'étaient pas seulement criminels, mais représentaient une violation profonde du code moral de leur communauté. Il insista pour que cette dimension soit prise en compte lors de la détermination de leur peine. De son côté, la défense plaida en faveur des accusés, soulignant leur état émotionnel fragile et l'isolement social qu'ils avaient subi. L'avocat mit en avant la pression psychologique et la confusion idéologique qui avait façonné leur choix, les présentant comme des victimes de croyances erronées et d'un environnement oppressant. Il demanda que leur condamnation soit assortie d'un traitement psychiatrique plutôt que d'une peine purement punitive. Dans la salle, l'émotion était à son comble. De nombreux spectateurs avaient du mal à contenir leur réaction. Les regards tournés vers Ali et Aïcha oscillaient entre jugement et mépris. Pour beaucoup, ils incarnaient la trahison ultime, non seulement envers leur famille, mais aussi envers leur foi. Après avoir entendu les deux parties, le juge prononça le verdict, Ali fut reconnu coupable et condamné à 25 ans de prison avec un suivi psychiatrique obligatoire. Cette décision marqua un tournant dans l'affaire, laissant la communauté divisée entre ceux qui estimaient la sentence juste et ceux qui considéraient que la société avait failli à protéger ses enfants. Le procès d'Aïcha, lui, devait encore suivre. Son rôle dans l'affaire restait sujet à débat, et la justice devait déterminer si elle était une complice active ou une victime des circonstances. En attendant, le spectre de cette tragédie continuait de hanter la ville, un rappel amer des dangers du silence et des non-dits au sein des familles et des communautés. Aïcha, considérée comme complice des événements, a été condamnée à 20 ans de prison avec une possibilité de libération conditionnelle sous réserve d'un traitement psychiatrique obligatoire. Pendant ce temps, Zénab, la mère d'Ali et Aïcha, s'est enfoncée dans une profonde dépression. Elle s'est isolée, évitant toute interaction sociale. L'ombre de la tragédie avait englouti sa vie, son regard était vide, ses mots rares. Brisée et stigmatisée par la communauté, elle était devenue un paria, tout comme ses enfants. Les amis et parents qui la soutenaient autrefois ont pris leur distance, craignant d'être associés à une famille en disgrâce. La communauté, mêlant consternation et moralisme, a transformé cette tragédie en un avertissement sur les conséquences de la rupture des traditions. Dans les réunions et les sermons, l'histoire des Ibrahim était évoquée pour rappeler l'importance de l'honneur familial et de l'obéissance aux normes établies. La maison des Ibrahim, jadis symbole de respectabilité, est devenue un lieu maudit. Fenêtres closes, portes verrouillées, elle inspirait la crainte, comme si elle était le foyer d'un mal contagieux. L'histoire de la famille est devenue une légende, un avertissement pour les générations futures. Dans la communauté, les jeunes ont compris qu'une seule erreur pouvait ternir l'honneur de toute une famille. Le respect des traditions familiales s'est renforcé, les parents inculquant ces valeurs avec plus de rigueur, prenant la tragédie d'Ibrahim comme exemple. La maison abandonnée est devenue un monument aux conséquences de l'égarement. L'histoire d'Ali et Aïcha est devenue une mise en garde, dans une société régie par l'honneur, certains amours sont condamnés avant même d'exister. Si cette histoire vous a ému, montrez-le en cliquant sur j'aime. Ce simple geste ne vous coûte rien, mais il m'aide énormément à la faire découvrir à d'autres. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires inspirantes. Et surtout, dites-moi en commentaire ce qui vous a marqué dans cette histoire, vos avis comptent et j'ai hâte de vous lire. Merci pour votre soutien et à très vite pour une nouvelle aventure captivante.